La douleur d'Antoinette. Ben écoute mon grand, il y a deux manières de diminuer ta douleur. Ou bien tu l'ignores puis tu te concentres sur autre chose, ou bien tu te concentres sur ta douleur mais sur rien d'autre. Facile à dire ça. Tu t'es déjà fait planter une fourchette dans le cou, toi? T'essaieras ça de te concentrer sur ta douleur après, je m'en donnerai des nouvelles. Une fourchette, aïe aïe aïe, qui c'est qui t'a fait ça? Un malade mental. Mais pourquoi il t'a fait ça? Ah, je te l'ai dit, c'est un crise de fou malade mental dans la tête. Pas ça qui manque dans le bout. Bon, dis-moi ce qui s'est passé. Oh, je me rappelle pas. Ah oui, je me rappelle. Il a voulu voler mon chien. Ben, pas encore né celui qui va me voler mon chien, moi. C'est tout ce qui me reste, ce chien-là. Mon seul ami. Il y a juste à lui que je peux te dire. Il m'écoute puis il parle pas. Il m'astine pas, lui. Il compte pas de menterie. Fait longtemps que tu l'as, ton chien? Oh, je me rappelle plus, fait longtemps. Je l'avais trouvé dans une ruelle. Il était malade. Je pense qu'il avait bu de la robine. En tout cas, il sentait le diable. Ah, je te dis, c'est tous des malades par ici. Comment il s'appelle, ton chien? Moi, je l'appelle Chien. Chien? Ben oui, Chien. C'est tout, puis c'est assez. Puis toi? Ben quoi, moi? Et tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle moi. C'est assez. Moi, je m'appelle moi, toi, tu t'appelles toi, le chien s'appelle Chien. Et puis, il se met à rire comme s'il venait de faire la blague du siècle. Antoinette sourit. Un peu pour l'encourager, et un peu parce qu'elle a réussi à détourner son attention de sa douleur pendant quelques minutes. Tout à l'heure, elle essaiera de le convaincre de la laisser soigner sa blessure. Peut-être y parviendra-t-elle. Peut-être pas. Peu importe. Ce ne sont pas les blessures à soigner qui manquent. Antoinette a joint une brigade qui vient en aide aux sans-abri dans le quartier. Elle distribue des vivres, parfois des vêtements, prodigue des soins dans la mesure de ses capacités. Mais ses principales tâches sont d'écouter et d'accompagner, de rester là, d'être disponible sans juger. Dans ces moments de silence et d'immobilité, il lui arrive de repenser à son passé. Cela est rare, mais ce soir c'est le cas. Mouet est étendu sur le sol auprès des chiens. Il ne dort pas, mais il garde le silence. Il a le regard dans le vide. En ce début de nuit, les passants sont rares et les commerces fermés. Antoinette est accroupie auprès d'eux, tous trois à l'abri dans une espèce d'alcôve qui sert d'entrée à un quelconque commerce durant la journée. Elle se souvient. Antoinette ne s'est jamais fait planter de fourchette dans le cou, ni nulle part ailleurs, mais des blessures elle en a eu, et pas que physiques. Elle ne saurait pas les énumérer, ni même le pourrait, mais surtout elle ne le voudrait pas. Elle n'est pas du genre à se plaindre et à s'apitoyer. Mais qu'elle le veuille ou non, certaines blessures l'ont profondément marquée. La douleur, elle l'a connue. Elle a appris à la gérer, mais pas à l'ignorer. Pour gérer sa douleur, le plus souvent, elle pense à autre chose, ou s'occupe de quelqu'un d'autre, comme en ce moment. Depuis longtemps, elle a compris que lorsqu'elle se trouvait en présence d'une personne vulnérable, souffrante ou dans le besoin, son penchant naturel la portait à sympathiser, à tâcher d'aider, de soigner, de soulager cette personne. Dans ces moments-là, sa propre douleur s'estompe pour laisser toute la place à l'autre. Cette prise de conscience ne date pas d'hier. Enfant, elle a fait de nombreux séjours dans des hôpitaux, orphelinats et autres lieux où elle était entourée d'autres personnes souffrantes. Elle ne sait pas si son intérêt pour les autres s'est développé dans ces lieux ou s'il lui était inné, mais elle a rapidement réalisé que lorsqu'elle se trouvait en présence de personnes souffrantes, elle arrivait à oublier sa propre douleur.
Un de ses souvenirs les plus anciens lui revient souvent à la mémoire. Elle se trouve dans une grande salle presque complètement vide, en compagnie d'un jeune garçon de son âge. Ils sont assis par terre. En fait, pas exactement. Le garçon est couché sur le sol et elle est accroupie auprès de lui, comme ce soir dans l'entrée de ce commerce. Le garçon pleure. Elle est intriguée plus qu'attristée par ce spectacle. « Pourquoi tu pleures ?» Pour toute réponse, le garçon pleure davantage, et plus fort. Elle l'observe. Après un moment, elle pose sa main doucement sur l'épaule du garçon. Il ne la repousse pas. Même que ses pleurs semblent se calmer. Est-ce une coïncidence? Pour s'en assurer, elle retire sa main. Le garçon relève la tête et la regarde. Son regard semble implorant. Elle repose la main sur l'épaule et le garçon ferme les yeux et repose sa tête sur le sol. Après un moment, elle décide d'en avoir le cœur net et lui repose ses questions. « Pourquoi tu pleures ?» Le garçon hausse les épaules. « Tu sais pas ?» Il fait non de la tête. Elle réfléchit un moment. Antoinette n'a pas pleuré depuis un moment. Ses larmes se sont taries. Quelqu'un lui avait dit qu'elle avait tellement pleuré qu'il ne lui restait plus de larmes. Longtemps, elle s'était répété cette phrase. Je ne pleure plus parce que je n'ai plus de larmes. Elle ne se souvenait plus qui lui avait dit cela, mais elle savait bien que lorsque quelqu'un pleure, c'est qu'on lui a fait du mal. « Je te crois pas. Si tu pleures, c'est parce que tu as mal. »« Ma maman est partie. » Nouvelle pause de réflexion d'Antoinette. Elle a une vague idée de ce qu'est une maman. Pourtant, elle en a eu plusieurs, mais de toutes ces expériences se dégage une image vague, changeante. Par contre, ce que toutes ces mamans ont en commun, c'est bien qu'elles finissent toujours par partir. C'est chaque fois un moment difficile, mais il n'y a pas de quoi pleurer. Elle ne se souvient pas en détail de la suite de la discussion, mais chaque fois qu'elle y repense, il lui semble que de nouveaux éléments lui reviennent à la mémoire, à moins que ce ne soit son imagination. Mais peu importe. L'important, c'est que cette discussion avait duré un certain temps. Le jeune garçon avait fini par lui raconter son histoire. Une histoire qui lui avait semblé tellement étrange. Il n'avait eu qu'une mère et un père. Son père était parti depuis un certain temps, mais sa mère était restée avec lui. Elle lui disait que son papa s'était absenté pour quelque temps, mais qu'il reviendrait bientôt. Puis sa mère était tombée malade. Elle restait couchée presque toute la journée. Une voisine venait de temps à autre leur préparer à manger. Parfois un médecin aussi passait à la maison. Certaines journées, sa mère semblait aller mieux. Elle se levait et elle jouait avec lui. Parfois, ils allaient même jouer au parc tout près de la maison. Puis une journée, tout avait chaviré. Sa mère avait dormi plus longtemps qu'à l'habitude. Puis la voisine est arrivée et elle s'est mise à pleurer et à crier. Elle courait partout dans la maison. Puis des hommes sont venus, et lorsqu'ils sont partis, sa mère n'était plus dans son lit. Alors il l'a cherchée partout dans la maison, jusqu'à ce que la voisine lui dise que sa maman était partie. Pour toujours. Qu'il ne la reverrait plus. Ni son père d'ailleurs. Cet endroit, elle se souvient l'avoir visité à quelques reprises. Parfois, elle y était seule, d'autres fois en compagnie d'enfants, dont elle ne se souvient que très peu. Lorsqu'elle essaie de fouiller sa mémoire pour faire surgir d'autres souvenirs, seule une immense douleur répond à son appel, ce qui la décourage de poursuivre sa quête.
Cette rencontre avait chamboulé Antoinette. Elle découvrait un monde tellement différent du sien. Ce n'est que plus tard qu'elle comprit que la situation du petit garçon était beaucoup plus proche de la réalité de la majorité des gens, et qu'en général, mère, père, frères et sœurs demeuraient ensemble durant de longues années. En fait, peu après sa rencontre avec le jeune garçon, elle fut prise en adoption par une nouvelle famille. Cette famille comptait 10 personnes. C'était la première fois qu'elle se retrouvait au sein d'un foyer aussi peuplé. Le père était mécanicien. Il travaillait en général de 10 à 12 heures par jour et souvent 6 jours par semaine. Il lui fallut beaucoup de temps pour apprivoiser la petite Antoinette, effarouchée par ce géant à la voix forte et joviale, aux mains et à la figure rude. Sa nouvelle mère, qui avait été institutrice dans une école de rang, en plus de tenir sa maison et d'aimer et éduquer sa nombreuse marmaille, faisait du bénévolat dans la paroisse. Il est vrai que durant la journée, les enfants étaient soit à l'école ou au travail pour les plus vieux. Il fallut plusieurs mois, peut-être même quelques années à Antoinette pour se faire à son nouvel environnement, et encore plus pour commencer à l'apprécier. Au début, elle était submergée par cette foule, assaillie par toutes ces attentions dont elle était l'objet, sans le souhaiter aucunement. Pire, aucune de ses stratégies habituelles ne fonctionnait. Quoi qu'elle fasse ou qu'elle dise, elle ne parvenait pas à éloigner ses soi-disant frères et sœurs. Dans le meilleur des cas, il s'éloignait, mais était aussitôt remplacé par quelqu'un d'autre. Dans le pire des cas, il lui souriait et l'encourageait. De véritables pestes. Il faut dire que chez ces gens-là, on en avait vu d'autres. La moitié des enfants avaient été adoptés, et certains revenaient de loin, de beaucoup plus loin qu'elle. C'étaient des battants, des combattants, des champions. Il y avait des sportifs, des artistes, des collectionneurs, des groupies, des joueurs, et certains étaient même tous là à la fois. Un monde étourdissant auquel Antoinette ne parvint jamais vraiment à s'adapter totalement, mais qui l'a profondément changé, et qui l'a sauvé, pourrait-on dire. Bien que cette famille soit devenue sa famille et son refuge depuis lors, cela ne l'a pas empêché de souffrir par la suite. Un de ses grands regrets est de n'avoir pas eu d'enfant. Elle aurait aimé avoir une grande famille comme celle de Micheline et Jean-Guy, recréer le refuge de la maison du bonheur, comme ils appelaient leur maison. Peut-être en guise de remerciement, ou peut-être pour connaître le début de cette histoire, vu qu'elle fut la dernière à joindre la famille. Mais comme elle le disait elle-même, elle n'avait pas ce qu'il faut. En fait, il lui manquait surtout la stabilité et la santé. De nouveaux problèmes ont commencé à l'adolescence. Autant avait-elle fini par s'attacher à ses nouveaux frères et sœurs, à ses compagnes et compagnons de classe à l'école primaire, autant son parcours à l'école secondaire fut parsemé d'embûches au niveau social. Elle ne s'y faisait que peu d'amis et fut bientôt rejetée, ignorée par les uns et harcelée par les autres. Ses résultats académiques, excellents jusque-là, en souffrirent très sérieusement. Puis ce furent des problèmes liés à son surplus de poids, des épisodes de boulimie, d'anorexie, des absences scolaires répétées de plus en plus longues pour aboutir à l'abandon des études. Durant cette période, elle a fréquenté un grand nombre de cliniques, cabinets de psy et autres institutions de santé. Elle s'est retrouvée rapidement sur le marché du travail, des petits commerces essentiellement, friperies, restaurants, dépanneurs. Ce fut une bonne période. Son intelligence vive et son empathie naturelle furent bien accueillis dans ces endroits. Appréciée par ses collègues, ses patrons et par les clients, cette période fut l'une des plus heureuses de sa vie. Ses problèmes de santé et d'estime de soi s'estompèrent rapidement. Elle se fit des amis et prit énormément de confiance en elle. À la maison, l'atmosphère s'était allégée aussi.
La moitié des enfants volaient déjà dans leurs propres ailes, ce qui assurait plus d'intimité et d'espace vital à ceux qui restaient. Mais aussi plus de travail. Micheline, toujours aussi énergique et dynamique, continuait de gérer la maisonnée, mais ses activités extérieures avaient pris de plus en plus de place. En plus de son bénévolat à la paroisse, elle avait été embauchée par un organisme communautaire du quartier pour coordonner ses nombreuses activités. Il faut dire que prendre en charge un groupe de personnes aux intérêts distincts, parfois opposés, elle connaissait bien. Au travail comme à la maison, elle coordonnait avec un amour sans bornes et une autorité sans faille. De son côté, Jean-Guy, usé par des années de travail exigeant et épuisant, dut malgré lui se retirer du marché. Remercié pour ses années de bons et loyaux services, il fut célébré lors d'une cérémonie haute en couleurs et reçut quelques présents dont une superbe montre en or. Il fut remplacé par une horde de jeunes gens, moins expérimentés et endurants, mais formés aux nouvelles technologies. Il chercha un nouvel emploi pendant quelque temps, mais dut rapidement se rendre à l'évidence. Il était devenu désuet. Sa santé était devenue chancelante aussi et nécessitait beaucoup de soins. Spontanément, Antoinette s'attela à la tâche de soigner ce père presque inconnu, passé en peu de temps de quasi absent à omniprésent. De la prise de médicaments aux soins corporels en passant par les problèmes de mobilité, de cognition. Antoinette se préparait ainsi sans le savoir à sa vocation future, le soin des autres. Mais cela viendrait plus tard. Durant plusieurs mois, il a erré dans la maison, consultant sa montre en or et soupirant toutes les 5 minutes. Puis un beau matin, il oublia sa montre dans son tiroir et elle y resta jusqu'au décès de son heureux propriétaire quelques années plus tard. C'est durant cette période qu'Antoinette a commencé à prendre soin d'elle-même. Avec ses copines, des compagnes de travail en général, elle se mit à fréquenter des lieux nouveaux, des boutiques de mode où on regardait plus qu'on achetait, des bars où l'on placotait plus qu'on buvait, des salles de danse où on dansait entre amis en attendant une invitation qui ne venait pas très souvent, surtout pour elle d'ailleurs. Puis vint la saison des copains, période folle et effervescente, où les groupes de filles et de garçons se croisaient, se heurtaient, s'en mêlaient et semblaient tourbillonner ainsi sans fin au rythme des rencontres éphémères et des unions passagères. Pour plusieurs de ses amis, cette saison marquait la fin de leur folle jeunesse. Le temps était venu pour elle de fonder une nouvelle famille, la leur. Mais pour Antoinette, la fréquentation des bars a duré plus longtemps, beaucoup plus longtemps en fait. Après le décès de Jean-Guy, elle quitta la maison familiale et prit un petit appartement. Cela était beaucoup plus commode pour sa vie adulte. Elle pouvait y recevoir qui elle voulait au moment qui lui convenait. Généralement assez tard, la nuit. Et des visiteurs, elle a reçu beaucoup au cours des années qui suivirent. Certains n'y passèrent qu'une nuit, d'autres s'y accrochèrent beaucoup plus longtemps. Quelques années, dans certains cas. Des séparations, ruptures et autres déceptions, elle en a vécu autant que des rencontres. Il faut dire qu'elle a toujours été attirée par des êtres malheureux et des personnes aux besoins immenses mais aux ressources limitées. Puis les problèmes de santé refirent leur apparition, des ITS à répétition pour débuter, et puis la fibromyalgie, ce qui a entraîné des séjours dans les hôpitaux, des arrêts de travail de plus en plus longs et fréquents, l'éviction de son appartement, un bref retour au foyer familial avec sa mère maintenant seule et âgée, une courte période d'itinérance même, et finalement un séjour en prison, pour complicité après le fait, pour avoir aidé un ami dans le besoin.
Paradoxalement, ce séjour fut la meilleure chose qui lui soit arrivée depuis son accueil au refuge de la Mélodie du Bonheur. Elle y fit quelques rencontres déterminantes et put prendre un peu de recul sur sa vie. L'assistance aux personnes démunies était sa vocation. De plus, elle avait beaucoup d'expérience dans le domaine, autant comme assistante que comme personne démunie elle-même. Elle eut l'opportunité de suivre quelques formations pertinentes et d'être embauchée dans un centre d'accueil dès sa sortie. Voilà maintenant 10 ans qu'elle œuvre dans un centre d'accueil de nuit. Ses nuits de congé, elle fait la tournée des sans-abri en tant que bénévole. Le jour, elle dort la plupart du temps lorsqu'elle n'a pas de rendez-vous médical. Mouet s'est finalement endormi. Antoinette en a profité pour désinfecter sa plaie et lui faire un pansement sous l'œil protecteur de chien. Elle note dans son agenda pour le lendemain « Retrouver Mouet et chien pour changer le pansement dans son cou et tâcher d'apprendre son vrai nom. » Antoinette remballe ses cossins, se relève lentement et part à la rencontre de son prochain client. Slow-mo.